je vous ai promis un live sur le fonctionnement du cerveau. Donc, je ne peux pas parler d'hypnose sans parler du fonctionnement du cerveau, à la fois du cerveau humain et du cerveau du cheval, puisque les deux sont liés. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que sur le cerveau, il y a beaucoup de choses à dire, mais je dirais qu'il y a 4 grandes façons d'aborder le cerveau. La première façon, c'est de dire qu'on a grosso modo 3-4 cerveaux. Le premier, c'est le cerveau archaïque, c'est le plus vieux cerveau, c'est celui qui a jamais évolué au cours du temps, c'est le cerveau reptilien, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui se rend compte de tout, il est très puissant. Par contre, il ne connaît pas la télévision, il ne connaît pas la voiture, mais il n'a pas évolué, mais par contre, il est d'une puissance incroyable, il est des millions de fois plus puissant que notre cerveau conscient, en fait. Donc, ce cerveau reptilien, chez nous, il fait 9% de notre cerveau. Chez les chevaux, il fait 26% de leur cerveau. Donc, vous voyez tout de suite le problème qui se pose. Entre 9% pour nous, déjà, on est influencé par lui très fortement, et 26% pour les chevaux, vous comprenez que là, tout de suite, il y a une différence. Donc, il va falloir tenir compte de ça avec nos chevaux. Le cerveau reptilien, il est là pour la survie de l'espèce, donc pour la reproduction et pour les dangers, en fait. Il s'occupe de tout ça. Donc, il va capter les choses bien avant que notre cerveau conscient ne réagisse. Vous voyez, vous avez une araignée, vous allez voir une araignée, vous avez peur des araignées, vous allez faire un bond en arrière, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que c'est le cerveau reptilien qui l'a fait. Et ensuite, vous allez réfléchir et vous rendre compte qu'il y a eu un problème. Mais vous allez analyser ça après avec votre autre cerveau. Donc, après le cerveau reptilien, il y a le cerveau qui stocke les émotions, cerveau limbique. Et après, il y a le néocortex, qui est le cerveau qui réfléchit. Mais qui est beaucoup moins puissant, en fait, ce cerveau qui réfléchit. On verra ça. Donc ça, c'est la première façon d'aborder le fonctionnement du cerveau. La deuxième façon, c'est une façon chimique. C'est-à-dire que on aborde le cerveau par les neurotransmetteurs, en fait. Nos émotions ou ce qu'on mange, en fait, la nourriture, génère des neurotransmetteurs qui remontent au cerveau. Et ces neurotransmetteurs, c'est de la chimie, permettent aux neurones de communiquer entre eux. Et donc, selon le niveau de neurotransmetteurs que l'on a, ça influence nos humeurs. En fait. Et c'est valable aussi pour les chevaux. C'est comme ça, par exemple, l'adrénaline est un neurotransmetteur. Et quand les chevaux ont trop d'adrénaline, ils deviennent ingérables, ils ont besoin de libérer cette adrénaline. Et c'est pareil chez nous. C'est quand vous sursautez à quelque chose, c'est que vous avez trop d'adrénaline. Et donc, vous avez besoin d'évacuer cette adrénaline. Donc, soit vous avez mangé trop riche, voilà, ça peut être une explication. Donc, les neurotransmetteurs expliquent beaucoup de choses. C'est une deuxième façon de voir le cerveau. Il y a une troisième façon de voir le cerveau que j'aime beaucoup, c'est les ondes cérébrales, en fait. On a des ondes bêta qui sont pour nous notre état normal. Donc, le cerveau a une fréquence de fonctionnement qui est en fréquence bêta, c'est-à-dire on est en réflexion, en concentration, et on a l'impression d'avoir la puissance, en fait, quand on est en bêta. Et pourtant, mon professeur d'hypnose, il dit que c'est l'état bête. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est en conscience, mais en fait, on est un peu stupide, en fait, dans cet état. C'est l'état bête. Et alors, il y a bêta plus plus, et d'ailleurs là, on est complètement stressé. Et là, on est incapable de réfléchir, on a le cerveau qui se rétrécit, et là, les problèmes commencent. Donc, cet état bêta, il n'est pas très bon pour nous, et pourtant, à l'école, c'est l'état qu'on nous fait développer. C'est l'état qu'on nous apprend. Donc, on a tendance à être très focalisé sur cet état-là, croyant que c'est celui-là la puissance. Et je vais vous expliquer encore tout à l'heure d'une autre façon que ce n'est pas du tout le cas. La puissance, notez-le sur votre frigo, je ne sais pas où, la puissance, elle est toujours dans le lâcher-prise. Elle n'est pas ailleurs, elle est dans le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, ce n'est pas en état bêta. L'état bêta, c'est l'état bête en hypnose. Ensuite, il y a un état de relaxation. Il y a un premier état de relaxation qui s'appelle l'état alpha, quand on est relâché.
Cet état alpha, c'est l'état dans lequel vivent nos chevaux. Ils sont en permanence, quand on ne les embête pas, ils sont en permanence en état alpha. Donc, vous voyez que si vous voulez communiquer avec vos chevaux correctement, vous devez descendre votre état en état alpha pour pouvoir être sur le même état qu'eux. Parce que si vous montez leur état en bêta, eh ben, les chevaux sortent de leur état normal et ne réfléchissent plus, en fait. Et ça, c'est très grave, un cheval qui réfléchit plus. On ne peut plus rien faire avec un cheval qui réfléchit plus. Donc, il est plus facile, quand on éduque les chevaux, de descendre notre état de bêta en alpha que d'essayer de s'occuper d'un cheval qu'on fait monter en bêta, en fait. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai fait hier, malgré tout, lors de ma formation en éthologie scientifique. J'ai fait cette erreur hier de faire monter les chevaux qui étaient endormis, les faire monter en bêta. Et je me suis fait reprendre, et à juste titre, parce que c'était pas du tout ce que je devais faire, en fait. C'est pas parce que les chevaux étaient endormis qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. Ils étaient dans leur état normal. Et si moi, ça me plaisait pas, c'était à moi de communiquer avec eux dans leur état. Et c'était pas à moi de les faire monter dans mon état, en fait. Et ça, c'est une erreur que j'explique tout le temps et que j'ai commise moi-même hier. Donc, c'est pas vieux. Donc, ensuite, vous avez l'état θ en dessous, qui est un état de méditation. Et vous avez encore l'état delta, qui est un état de sommeil, encore derrière. Donc, tous ces états sont des états hypnotiques, en fait, qu'on peut déclencher presque à la demande en hypnose. Et il y a ce qu'on appelle aussi les états SDEL, qui vont encore plus loin, qui permettent de choisir à quelle fréquence on veut descendre et comment on veut mettre nos fréquences cérébrales selon ce qu'on veut obtenir. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors ça, c'était la troisième façon de voir le cerveau, et il y a une quatrième façon de voir le cerveau qui est plus proche de l'hypnose, que j'aime beaucoup, c'est la notion cerveau droit, cerveau gauche. Alors, pas celle de Pat Parelli, par pitié, ne me parlez pas de ça, parce que c'est du marketing, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, ce qu'on appelle cerveau droit, c'est le cerveau conscient, c'est le cerveau limbique. Ce qu'on appelle cerveau gauche, c'est plutôt le cerveau reptilien, c'est le cerveau inconscient, c'est le cerveau qui gère notre corps, c'est le cerveau qui gère nos émotions, et c'est le cerveau qui nous dirige, en fait. C'est lui qui est très, très puissant. Donc, le problème, c'est que notre cerveau conscient, c'est un peu le Louis de Funès voilà, pour prendre une métaphore, c'est-à-dire qu'il s'agite beaucoup, mais il a très peu de résultats, en fait. C'est de l'agitation. Donc, notre cerveau conscient, il tourne en boucle et il s'agite. Et du coup, on tourne les problèmes en boucle et on ne les résout pas. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire pour nous quand on veut résoudre un problème, d'utiliser notre cerveau conscient. Il est bien plus efficace d'utiliser notre cerveau inconscient. Mais pour utiliser l'inconscient, il faut pouvoir y accéder. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'hypnose, c'est parce qu'il permet d'accéder à l'inconscient. Il permet d'accéder à l'inconscient de deux façons. La première façon, c'est de poser des questions à l'inconscient, qui permet de savoir où sont les blocages des personnes. Donc ça, c'est très important. Quand on ne comprend pas, on voit une personne qui ne résout pas ses problèmes, on ne comprend pas, parce que nous, ça nous paraît facile, on ne sait pas pourquoi elle est bloquée, eh bien, on peut demander à son inconscient pourquoi il est bloqué, qu'est-ce qui le bloque. Ça peut être par fidélité familiale, ça peut être à cause de la petite enfance, par des blessures, ça peut être dans l'ADN, on va dire, ça remonte à des générations, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faut connaître l'histoire de la personne pour savoir d'où ça peut provenir. Et pour ça, le mieux, c'est quand même le plus rapide, c'est quand même de demander à l'inconscient. Et l'inconscient nous répond quand on est en état alpha. Dès l'état alpha, il commence à nous répondre. Donc, pourquoi l'état alpha, il nous répond? Parce que la fréquence du cerveau conscient diminue. Et c'est comme quand vous voulez traverser une route, vous ne pouvez pas traverser tant qu'il y a trop de circulation. Vous êtes obligé d'attendre que la circulation diminue pour pouvoir traverser. Eh bien, c'est pareil avec le cerveau. C'est-à-dire que si vous voulez aller dans l'inconscient, vous devez attendre que le cerveau conscient ralentisse. Parce que tant qu'il ne ralentit pas, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas traverser, sinon vous vous faites écraser. Donc, plus le cerveau conscient va ralentir et plus ça va perméabiliser la frontière entre le conscient et l'inconscient. Ils allaient pouvoir passer de l'autre côté. Et un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'a pas cette barrière, il n'a pas cette frontière.
Donc, tout ce qu'on va lui dire va passer dans l'inconscient. Et c'est comme ça qu'on crée les blessures qu'on appelle les blessures de l'âme, que Lise Bourbeau appelle les blessures de l'âme. Parce que comme tout passe dans l'inconscient, sans filtre, sans blocage, eh bien, tout ce qu'on va dire à l'enfant va créer une blessure ou une autre parmi les 5 blessures que Lise Bourbeau a relevées, mais il y a des gens, des auteurs qui vont jusqu'à 9 blessures. Mais déjà, les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est déjà pas mal. Eh bien, comment les enfants ont ces blessures, comment on a tous ces 5 blessures, c'est par rapport à ce qu'on a entendu dans l'enfance et qui est passé directement, sans filtre, dans notre inconscient. Et on va le garder toute notre vie. On va devoir gérer ça et le conserver. Donc, il faut être conscient de ça. Tout s'explique, en fait, de cette façon-là. L'hypnose explique tout, en fait. Et donc, en fait, la deuxième façon de faire de l'hypnose, c'est de faire des suggestions à l'inconscient. Parce que l'inconscient, il ne connaît pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si on lui fait imaginer quelque chose, pour lui, c'est du réel. Donc, on peut très facilement mettre des suggestions définitives à l'inconscient. Et comment on les met définitives, ces suggestions? Alors, bien sûr, c'est un outil très dangereux parce que on peut manipuler les gens, mais c'est comme un marteau, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Si on l'utilise de façon favorable à la personne, eh bien, c'est la personne qui décide qu'est-ce qu'elle voudrait faire entendre à son subconscient. Et à ce moment-là, on va lui suggérer les phrases que le subconscient doit accepter, doit entendre, et avec l'accord de cette personne, et on va les intégrer. Et alors, comment on va les retrouver? Eh bien, par un ancrage. C'est-à-dire que non seulement on va les intégrer, mais on va les ancrer. Et comme ça, la personne pourra retrouver ces phrases-là, ces injonctions, ces croyances, pourra les retrouver facilement à la demande avec un ancrage. Donc, ça sera ancré dans le cerveau inconscient et on pourra le retrouver à la demande. Donc, c'est ça la puissance de l'hypnose, en fait, de la véritable hypnose. Et il y a très peu de gens qui sont capables d'expliquer ça parce qu'ils ne le comprennent tout simplement pas, que ce soit les hypnotiseurs de spectacle ou les hypnothérapeutes ericksoniens. Enfin, il y a plein de gens. Il existe plusieurs formes. Il existe 4 formes d'hypnose, en fait. Il y a l'hypnose. D'abord, l'hypnose, elle a été inventée par Anton Mesmer au 19e siècle. Et c'était une hypnose, non verbale déjà. Et c'était une hypnose magnétique, voilà. C'était une hypnose par magnétisme. C'est-à-dire qu'avec le magnétisme des mains, on hypnotisait les gens. Donc, c'est une hypnose que j'ai apprise. Et ça, c'était la première hypnose de Mesmer. Il utilisait différentes techniques, mais il y avait beaucoup de magnétisme. Et c'était essentiellement non-verbal. Ensuite, il y a eu Émile Coué. Émile Coué était un pharmacien de Nancy qui a créé une hypnose basée sur les suggestions positives. Et il s'est rendu compte que les médicaments qu'il donnait à ses clients étaient bien plus efficaces quand il y avait les suggestions positives que quand il n'y en avait pas. Donc, en faisant répéter des suggestions positives à ses clients, il faisait rentrer dans le subconscient, c'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est une méthode qui marche, la répétition. C'est comme quand vous apprenez à conduire, c'est en répétant que ça rentre dans votre subconscient. Eh bien, cette méthode-là fonctionnait et avait des résultats. C'était la deuxième forme d'hypnose et Erickson s'est beaucoup appuyé sur les travaux d'Émile Coué. Il n'y a pas que lui, il y a aussi la méthode Silva, qui est une méthode d'auto-hypnose qui est 80% appuyée sur la méthode d'Émile Coué. Donc, Émile Coué est très, très célèbre aux États-Unis comme hypnotiseur, plus célèbre qu'Erickson. Erickson, lui, il a créé une méthode d'hypnose verbale. C'est dans le flow verbal qu'on arrive à hypnotiser les gens, à les perdre un peu et à les faire lâcher prise. C'est une hypnose, pour moi, très longue, très compliquée. C'est un métier, quoi. C'est vraiment un métier. Il faut vraiment être beaucoup travaillé pour cette hypnose-là. Moi, je l'ai abandonnée très vite parce que je l'ai trouvée trop compliquée à apprendre. Et moi, j'aime bien les 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats. Donc, j'ai laissé tomber celle-là qui demande 80% d'efforts. Donc, voilà. Mais c'est un choix personnel. Il faut savoir que la plupart des hypnotiseurs aujourd'hui sont des hypnotiseurs ericksoniens. Donc, ceux qui ont beaucoup sué sang et eau pour apprendre cette hypnose-là.
Mais peu importe la technique qu'on utilise, elles sont toutes efficaces en fait. Il y a une guerre entre les hypnotiseurs, mais c'est complètement stupide, puisque on fait descendre les gens à différentes fréquences cérébrales et ensuite on fait ce que je vous ai expliqué. Donc peu importe la façon qu'on utilise pour les descendre, l'important c'est le résultat. Et la méthode qu'on utilise a peu d'importance en fait. La quatrième maintenant, 1, 2, 3, la quatrième méthode d'hypnose, c'est l'hypnose hahnemannienne que j'ai apprise aussi. Et l'hypnose hahnemannienne, c'est une hypnose qui est entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose de spectacle. Donc, c'est une hypnose suggestive, mais rapide. C'est-à-dire qu'on met les gens rapidement en état hypnotique, on ne perd pas son temps. Et du coup, ça là me plaît bien, parce que j'aime bien quand ça va vite. Et Hahnemann a créé une procédure très simple pour hypnotiser à peu près n'importe qui, à condition qu'il soit volontaire, bien sûr. Parce que quand la personne est résistante, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas encore hypnotiser une personne résistante parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire lui mettre un stress qui va l'hypnotiser directement. Et j'ai beaucoup de mal avec ça pour l'instant. Mais bon, je suis encore qu'un débutant en hypnose. J'ai pas assez d'expérience et de formation pour être capable d'hypnotiser des gens qui sont pas volontaires et qui n'ont rien demandé et qui sont résistants. Mais il y a des gens qui sont tout à fait capables de le faire. Après, tout le monde reconnaît que c'est plus long pour quelqu'un de résistant, sauf à vraiment réussir sa rupture de pattern. Moi, j'ai jamais réussi pour l'instant. Donc voilà, mais j'ai pas beaucoup d'entraînement pour ça. Donc voilà les différentes hypnoses. Sur les chevaux, j'aime bien l'hypnose non verbale mesmérique. Mesmer disait l'hypnose animale. Donc c'est pas pour rien. J'aime beaucoup cette hypnose-là parce que on n'a pas besoin de parler aux chevaux en fait pour les hypnotiser. Mais la parole, je l'ai étudié encore hier dans ma formation d'éthologie, la parole est très importante avec les chevaux, non pas les mots, mais le ton de voix. Et donc, on peut utiliser quand même le ton de voix comme une aide dans l'hypnose des chevaux. Et pour les humains, l'hypnose hahnemannienne est intéressante, je pense, parce qu'elle peut même être faite à distance. On n'a pas besoin de toucher la personne comme dans l'hypnose non verbale, où c'est plus difficile à distance. L'hypnose hahnemannienne se fait très bien à distance, par Zoom ou par en vidéo. Et elle donne de bons résultats. Il n'y a quasiment pas d'échec quand la personne est volontaire parce que elle va descendre dans un état plus ou moins profond selon sa volonté, mais elle va descendre suffisamment pour accéder au subconscient de toute façon. Il y a des gens très réceptifs qui descendent très vite dans des états profonds, dont ils ne sont pas capables de sortir seuls sans passer par le sommeil, en fait. Personne ne reste bloqué en hypnose. Hein. On en sort par le sommeil, en fait, au pire. Donc, on ne reste pas bloqué. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui dans cette vidéo qui commence déjà à être longue et étoffée. Je reviendrai sur beaucoup de concepts dont j'ai parlé là parce que chaque concept est important, mais je voulais faire une vue d'ensemble du fonctionnement cérébral surtout, plus que des techniques d'hypnose. J'ai fait un peu les deux pour que on voit sur quelle base on part. Et je vous expliquerai d'autres concepts